Coucou tout le monde, je vais vous parler de la théorie des 5 mers de Bachar al-Assad, à travers un article que j'ai trouvé sur internet. Le lien, comme toujours, sera en descriptif. Yémen, la bataille d'Al-Hodeïda à la lumière de la théorie des 5 mers de Bachar al-Assad. En décembre 2010, et sous le titre Bachar al-Assad, personnalité arabe de l'année, le quotidien New Orient News, dans sa version française, aujourd'hui malheureusement interrompu, parlait de la Syrie et de son président en ces termes. De nombreux journalistes arabes déplorent depuis 2009 l'absence de tout rôle arabe. Ils estiment que le conflit pour l'avenir de la région se déroule entre 3 parties, fortes et influentes: la Turquie, l'Iran et Israël. Ces journalistes ont sciemment ignoré le rôle de la Syrie, bien que celui-ci soit essentiel dans la mise sur pied des partenariats régionaux transfrontaliers, et bien que Damas soit la principale terre d'accueil des mouvements de résistance libanais et palestiniens qui ont joué un rôle décisif dans l'instauration des nouveaux rapports de force ces dernières années. Cette tendance à ignorer le rôle de la Syrie est due à l'embarras vécu par les pays arabes évoluant dans l'orbite américaine face à la force du modèle syrien, marqué par 2 constantes. D'une part l'indépendance, de l'autre le réalisme. La vision stratégique et la farouche volonté d'indépendance et de libération caractérisent la dynamique syrienne, qui a réussi en 2010 déjà à accomplir un grand nombre de réalisations qui ont couronné plusieurs années de lutte acharnée menée par Bachar al-Assad. Il a ainsi consolidé les partenariats avec la Turquie et l'Iran, renforcé les alliances avec le groupe des pays indépendants d'Amérique latine et a développé la théorie des 5 mers dans le but de servir les intérêts arabes. Sa vision est bâtie sur la position géographique stratégique de la Syrie, qui peut devenir le nœud des rapports énergétiques à travers la construction de réseaux de gazoducs et d'oléoducs et commerciaux à travers l'édification de voies ferrées. 2010 était donc l'arrivée du président Assad, alors que d'autres pays arabes influents croulaient sous le fardeau des dégâts provoqués par l'offensive impérialiste américaine et sous la déception provoquée par le blocage du processus de paix avec Israël. Au contraire, c'est l'option de la résistance, défendue depuis toujours par le président syrien, qui revient sur le devant de la scène. Fin de citation. Une résistance jamais abandonnée tout au long de ces dernières 7 années, et plus d'une agression meurtrière n'en déplaise à tous les arracheurs de dents qui continuent de prétendre que cet homme s'est mis à tuer son peuple du jour au lendemain, dès mars 2011. Des mensonges qui ne méritent même plus de démenti, vu le soutien flagrant d'une grande majorité du peuple syrien et de son armée de conscrits, laquelle vole de victoire en victoire de l'aveu même de ses pires ennemis, soutenus par de loyaux alliés russes, iraniens et du Hezbollah. Cette parenthèse étant fermée, ce qui nous intéresse ici est la théorie des 5 mers, annoncée dès 2004, il y a 14 ans, et dont, curieusement, rares sont les échos dans la presse arabe et occidentale. Une théorie déjà évoquée par M. Nasser Kandil dans un article de novembre 2017 sous l'angle des missions confiées par Trump au futur roi de la Saoudie, Mohammed Ben Salman, MBS, mais sur laquelle il revient aujourd'hui avec, dit-il, la volonté de rendre justice à un penseur exceptionnel en matière de stratégie, abstraction faite de sa résistance devant l'adversité, de sa foi dans le peuple et de sa fidélité à ses alliés bien choisis. Ceux qui lui contesteraient ces qualités sont invités à se poser la question de savoir comment le nombre des prétendus pays amis de la Syrie, menés par le gouvernement français, est passé de plus d'une centaine de pays ennemis en 2012 à seulement 5 pays ennemis déclarés au sein du petit groupe de Washington en 2018, c'est-à-dire les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Arabie Saoudite, la Jordanie. En bref, M. Kandil nous explique que Bachar al-Assad, partant du constat que les guerres impérialistes menées par les États-Unis dans la région, aussi bien en Afghanistan qu'en Irak, plus toutes leurs tentatives de soumission de l'Iran et de la Syrie,
plus l'agression israélienne sur le Liban en juillet 2006, suivies des 2 guerres successives contre Gaza, ont épuisé leur commanditaire américano-sioniste et créé un vide stratégique. Il devient nécessaire de redéfinir le concept de région en tant qu'espace géopolitique et non plus en tant qu'espace strictement géographique. Ainsi, la région traditionnellement définie comme le Moyen-Orient serait incluse au sein d'un espace compris entre 5 mers: la mer Caspienne, la mer Noire, la mer Méditerranée, le golfe arabo-persique et la mer Rouge. D'où un nouvel espace plus vaste regroupant au sein d'un environnement régional uni, entre autres, la Russie, la Turquie, l'Iran, le Levant arabe, ce qui est l'Irak, la Syrie, le Liban, la Palestine et la Jordanie. Ensuite, nous avons l'Égypte, les pays du Golfe, les pays de la côte africaine et de la côte européenne. Un ensemble de pays que le président Bachar al-Assad a appelé à coopérer au sein d'une organisation issue des forces régionales, seule capable de combler le vide stratégique, d'assurer la sécurité et la stabilité, de garantir les intérêts supérieurs et économiques de chacun des pays membres au-delà des différends idéologiques ou politiques. Ce qui pourrait être tout aussi bénéfique à des pays extérieurs à ce nouvel espace géopolitique, notamment aux États-Unis, dont le souci premier est la stabilité, la libre circulation du pétrole et de l'énergie, la liberté du commerce, etc. Et M. Kandil de souligner qu'abstraction faite des pays arabes et européens, il est désormais évident que cette vision du président syrien a commencé à se concrétiser par l'accord tripartite d'Astana, donc c'est la capitale du Kazakhstan, conclu entre 3 des grands pays de cette nouvelle région, la Russie, l'Iran et la Turquie. Un accord justement conçu pour combler le vide stratégique dû à l'incapacité des États-Unis à garantir la stabilité et la sécurité régionale nécessaires aux intérêts des uns et des autres. Passant en revue les États impliqués dans la guerre sur la Syrie, M. Kandil fait remarquer plusieurs points. Alors nous avons 4 points principaux. En premier, la Turquie, membre de l'OTAN, a fini par comprendre qu'elle devait s'engager dans l'équation régionale inverse à celle imposée par les États-Unis. Petit 2, les États-Unis, malgré leur suprématie à l'échelle mondiale, ont découvert que la Russie était la force prédominante à l'échelle régionale du Moyen-Orient, parce qu'elle est au cœur de cette région. Petit 3, le simple fait que les pays européens s'opposent aux États-Unis sur le dossier du nucléaire iranien prouve qu'ils commencent à comprendre que l'Europe et l'Iran appartiennent à ce même espace régional, ont des intérêts communs et craignent les mêmes dangers. Petit 4. Quant aux pays arabes, aux 3/4 malheureusement dirigés par des gouvernements complètement indifférents à ce qui se passe à l'échelle régionale, viendra le temps où ils seront obligés de s'incliner devant la réalité. En d'autres termes, cette vision du président syrien explique que la région du Moyen-Orient ne pourra connaître la stabilité et la sécurité tant que la Russie, la Turquie, l'Iran, les pays arabes et européens ne se regrouperont pas au sein d'une même organisation, seuls capables de vaincre le terrorisme et d'assurer le retour des réfugiés dans leur pays d'origine, et par conséquent, seuls capables de garantir la stabilité démographique des peuples de ladite région entre les 5 mers, leur véritable développement économique et leur sécurité partagée. Concernant maintenant la bataille d'Al-Hodeïda. La ville portuaire d'Al-Hodeïda est la fenêtre qui donne à l'axe de la résistance, en l'occurrence les combattants d'Ansar Allah, un accès sur la mer Rouge. Si la coalition saoudienne, cherchant prétendument à rétablir le gouvernement notoirement illégitime de Mansour Hadi, réussissait à défaire la résistance, elle ferait pencher l'équilibre en faveur du camp des agresseurs sur l'ensemble de la région comprise entre les 5 mers. Sinon, elle serait défaite non seulement au Yémen, mais dans toute la région. En effet, pour M. Kandil, on peut étudier la question selon plusieurs points, selon 5 points. En premier, la mer Caspienne est désormais une zone d'influence russo-iranienne échappant à celle des États-Unis. Petit 2, la mer Noire est devenue une zone d'influence turco-russe.
notamment avec la Crimée. La mer Méditerranée, ensuite, reste une zone d'influence partagée avec le camp occidental, quoique l'équilibre penche en faveur de la Russie, conforté en cela par sa présence en mer Noire. Petit 4. Le golfe arabo-persique est, comme son nom l'indique, une zone d'influence partagée entre l'Iran et les pays du Golfe, autrement dit, entre l'Iran et les États-Unis. Petit 5 enfin, ce qui fait de la mer Rouge le facteur qui peut faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, selon que la coalition saoudienne remporte ou perde la bataille d'Al-Hodeïda. Une bataille qu'il juge comparable à la bataille de la Ghouta en Syrie et qu'il considère déjà perdue par les Saoudiens et leurs acolytes émiratis, israéliens, américains, anglais et français, même s'ils prétendent le contraire dans les médias mainstream. Une bataille perdue qui a révélé leurs crimes et leur campagne médiatique mensongère, a mis fin au délai imposé par les États-Unis aux négociations concernant la Syrie dans l'espoir de faire pencher la balance en faveur de leurs alliés contre le Yémen, a accéléré la tenue du sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump. L'urgence étant devenue de sauver la face des Saoudiens et des Émiratis défaits à Al-Hodeïda, sans parler des gifles retentissantes essuyées en Irak et au Liban, alors qu'ils pensaient pouvoir continuer à les manipuler en jouant sur les résultats électoraux. Mais le temps des négociations entre les deux camps est arrivé. Le porte-parole de l'axe de la résistance, au sein de la région située entre les 5 mers, c'est Moscou. La bataille gagnée à Al-Hodeïda a fait pencher l'équilibre en sa faveur face aux plus extrémistes des conseillers de Donald Trump, c'est-à-dire John Bolton. Il aura découvert, ou finira par découvrir, que la réalité n'est pas modifiable par une guerre qu'il ne peut pas gagner. Voilà, c'est la fin de l'article. Ça a duré un petit peu plus de 10 minutes. À plus.